Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter donc d'Excel, au moins une petite introduction pour comprendre ce qu'est un tableur. Alors, un tableur vient du nom tableau, et d'ailleurs, en lançant Excel, nous allons voir que nous avons quelque chose qui peut ressembler à une feuille. J'agrandis ici. J'ai donc ici un quadrillage qui est fait, qui représente des colonnes. Et j'ai aussi des lignes qui sont représentées. L'intersection d'une ligne et d'une colonne s'appelle une cellule. Quand je clique ici à l'intérieur d'une cellule, je vois que son nom apparaît ici, H11 par exemple, à ce niveau-là. Dans les versions 2007, 2010, 2013 et 2016, j'ai ici donc un ruban qui apparaît. J'ai des barres d'outils dans les autres versions, bien évidemment. Si je regarde ici le ruban, il va me permettre de pouvoir faire un certain nombre de choses. Et si j'ai déjà traité d'un autre outil de la forme Pack Office, que ce soit Word ou PowerPoint ou autre, je ne suis pas dépaysé en regardant donc un outil comme Excel. Alors, Excel est un tableur. Le tableur est un outil qui est apparu avec VisiCalc à la fin des années 70, donc en 79. Cet outil a révolutionné complètement le travail des cadres. Il y a qu'avant, un cadre ne pouvait pas utiliser un ordinateur, ça ne lui servait à rien. Dans la mesure où, qu'est-ce qu'on faisait avec un ordinateur? Du secrétariat dans le meilleur des cas, avec des machines, beaucoup d'Olivetti ou IBM, mais le cadre, lui, n'en avait pas besoin. C'est les secrétaires qui faisaient le travail, et les comptables éventuellement, ou en gestion de production par la suite, mais ça ne servait à rien aussi pour le cadre. À partir du moment où le tableur est arrivé, le cadre a pu disposer d'un outil lui permettant de faire de la simulation, comme nous allons le voir par la suite. C'est-à-dire que le tableur permet de faire des calculs, c'est une chose, mais surtout des calculs en cascade, de façon à simuler différents types de comportements. De ce fait, le cadre a pu s'approprier le tableur pour pouvoir donc faire des tableaux Excel ou tableur au départ, et à partir du moment où il a fait des tableaux, il a bien fallu qu'il utilise donc le clavier. Donc il a dû s'approprier le clavier pour savoir où étaient les lettres, taper en regardant le clavier, il n'a pas eu de formation de secrétariat, et s'il avait les moyens à l'époque, quand la souris est apparue, il a pu demander une souris pour pouvoir aussi l'utiliser dans Excel, c'est plus pratique. Donc par rapport à ça, le cadre ayant eu l'usage du tableur, on lui a dit par la suite, maintenant que le tableur est connu, il est possible de basculer dans un autre outil qui est le traitement de texte. Et donc il est parti dans le traitement de texte. Une fois qu'il apprend le traitement de texte, alors bien sûr, il a toujours dit, comme pour se démarquer, qu'il ne savait pas faire la mise en forme du courrier. On lui a dit que c'est pas grave, la secrétaire finaliserait le courrier. Mais du fait que le cadre s'était approprié l'ordinateur, on a pu dégager un certain nombre de secrétaires. Et on peut dire en un sens que le tableur est l'outil qui a tué la secrétaire. Si on se réfère aux années 80, où le tableur n'était pas présent, début des années 80 au moins, il y avait un cadre, une secrétaire, quasiment systématiquement. Après, si on regarde maintenant, c'est un ensemble de cadres, pas dire un troupeau de cadres, pour une secrétaire, et ça a quand même réduit fortement le travail à ce niveau-là. Alors, le VisiCalc 79, 82, un autre tableur multiplan qui est plus connu maintenant, qui permettait de faire des choses. On estimait à l'époque, enfin Microsoft et entre autres, estime à l'époque, c'était lui l'éditeur, que pour une copie multiplan, il y avait 10 copies pirates qui existaient. Et il y a eu aussi en 83 donc un autre tableur qui était Lotus 123, qui était le leader du marché pendant très longtemps. En 85 est apparu Excel. Mais Excel n'a pas décollé avant le début des années 90-91, quand est apparu Word. Alors pourquoi Lotus 123 était leader? Parce que censément il était un peu mieux, les formules étaient différentes légèrement, mais globalement on retrouvait les mêmes fonctionnalités que celles qu'on verra. Donc nous avions un tableur qui est disponible, nous avons donc aussi un traitement de texte qui était utilisé, qui à l'époque était Word sous DOS. Le problème c'est que si je voulais utiliser Word sous DOS avec Excel sous Windows, il fallait dans ce cas-là que je jongle de l'un à l'autre. C'est-à-dire que je devais quitter Windows, si j'étais dans Excel, et relancer donc un Word sous DOS. Une fois que c'était fini, je quittais
Word sous DOS et je relançais Excel. À partir du moment où est apparu le fait d'avoir Word et Excel simultanément dans les mêmes applications, dans un environnement de type Windows, dans ce cas-là, il y a eu un essor considérable des packs Office qui ont fait que les gens prenaient un pack traitement de texte et tableur. Lotus 1.2.3 argumentait que l'interface graphique, et c'est vrai, ralentit le traitement, et que la puissance de calcul des machines de l'époque, 286, début des 386 et 386 SX, était quand même relativement faiblarde par rapport à ce que l'on trouve maintenant en puissance de calcul. Donc Lotus 1.2.3 a dit, bah non, on va pas travailler avec un environnement Windows, et il a tardé donc à se mettre à Windows. Le temps qu'il comprenne son erreur et qu'il la rétablisse, il avait été balayé du marché et plus personne ne l'utilisait. Alors, bien sûr, pendant longtemps, il y a eu un certain nombre de systèmes qui ont encore utilisé Lotus 1.2.3. Je me souviens par exemple dans la grande distribution d'une centrale qui a été rachetée par une autre depuis et qui était basée à Mondeville, pour ceux que ça dirait quelque chose. Il y avait donc ce cas-là pour les cadres qui devaient renvoyer des rapports. Impérativement, la hiérarchie demandait à ce qu'ils travaillent avec Lotus 1.2.3. Dans les magasins, ils travaillaient tous avec Excel et ils enregistraient simplement leur formule de calcul, ils enregistraient simplement leur tableur au format Excel pour leur travail interne, et quand c'était pour envoyer au siège, ils l'enregistraient au format Lotus 1.2.3 et ça remontait comme ça. L'avantage, c'est que Lotus 1.2.3 n'était pas non plus beaucoup enseigné à l'université et que c'était Excel qui a toujours eu, par rapport à Microsoft, des partenariats universitaires assez soutenus pour faire en sorte que le produit soit utilisé. Je vais donc essayer maintenant de comprendre comment fonctionne Excel. Excel, j'ai donc une cellule ici dans laquelle je peux mettre du texte. Alors je vais mettre quoi comme texte? Je vais mettre ici le nom des îles, donc des principales îles, le Loc, Pinfret et Saint-Nicolas. J'ai donc renseigné 3 îles, j'aurais pu renseigner toutes les autres, mais pour notre propos, ça suffit. Je n'ai pas mis d'en-tête ici pour simplifier aussi, mais ce n'est pas grave. Donc ici, je vais noter le nom des îles et surtout la superficie. Donc le Loc a une superficie de 58 hectares. Pour Pinfret, nous avons une superficie de 39 hectares et 21 pour Saint-Nicolas. Bien évidemment, c'est approximatif, c'est lié des chiffres du cadastre du 19e, et on pourrait retrouver d'autres chiffres au cadastre à Fouesnant par rapport à ça. Ici, je peux très bien renseigner une formule. Alors, la formule, systématiquement, va avoir un caractère pour dire « Attention, tout ce qui suit est une formule ». Dans Excel, ce symbole est le symbole égal. Je vais donc ici pouvoir dire égal. Égal quoi? Eh bien, je dis égal, par exemple, 58 plus 39 plus 21. Et quand je valide, j'obtiens un chiffre ici. Alors, si vous connaissez déjà Excel, vous pensez que je suis un petit peu stupide de faire ce genre de choses, mais néanmoins, regardez bien vos tableaux, ce que vous faites, et vous allez voir que souvent, et on verra ça plus tard dans la facturette, que vous faites souvent la même chose en mettant des trucs de ce genre dans vos formules. Mais nous en parlerons plus tard. Donc ici, l'inconvénient, c'est que si mon chiffre change ici, avec l'érosion qui a eu différentes tempêtes, on peut peut-être estimer qu'il ne reste plus que 19 hectares sur Saint-Nicolas. Et dans ce cas-là, mon calcul n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai écrit en dur dans la formule est égal à 58 plus 39 plus 21. Donc je vois d'ailleurs ici cette zone de formule qui contient donc la formule saisie. Si je me dis que cette formule n'étant pas bonne, je pourrais très bien écrire une autre formule. Quelle autre formule? Je peux écrire égal, bien évidemment, puisque toute formule commence par égal, et je vais pouvoir cliquer sur la case B1 pour dire tu vas me prendre le contenu de la case B1, auquel tu rajoutes le contenu de la case B2, sans oublier le contenu de la case B3. Je vois ici des couleurs apparaître, et quand je valide, j'obtiens un chiffre. Si je change ce 19 en 21 pour venir au chiffre initial, je m'aperçois que la formule ici n'a pas changé. C'est toujours B1 plus B2 plus B3, mais que le résultat, lui, a changé parce qu'il a été chercher le contenu des 3 cellules et qu'effectivement, ce contenu a été modifié. Donc, ça, c'est une première chose. Je peux demander ici le calcul
en faisant donc la somme du contenu de chaque cellule. Il eût été possible aussi de le faire sur l'ensemble des îles et îlots avec des tout petits chiffres et avec surtout une multitude d'îlots. Donc si j'ai une centaine d'îles et d'îlots, ça aurait été un peu fastidieux cette méthode-là et il serait souhaitable dans ce cas-là plutôt d'utiliser autre chose. Cette autre chose peut être tout simplement d'utiliser des formules. Il qu'on a appris à Excel un certain nombre de choses, dont ici une formule avec la lettre sigma majuscule grecque et qui s'appelle somme automatique. Si vous avez pas un peu de stats et de proba, c'est des choses que vous connaissez, ou d'autres fonctions mathématiques, on retrouve ce symbole-là assez souvent. Si je clique sur sigma, il me dit égal, puisque c'est une formule qui est derrière, il y a une formule de calcul, somme, il a écrit ici en français somme, et c'est une fonction. C'est-à-dire que toute fonction va être avec des parenthèses. Ici, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Éventuellement, à l'intérieur de la parenthèse, il peut y avoir un ou plusieurs paramètres. Ici, le paramètre, c'est B1, B3. En gros, le principe, c'est de dire, tu fais le calcul de B1 jusqu'à B3. Mais j'aurais pu prendre une somme carrée ou rectangulaire, ici, et dans ce cas, il me fera le calcul de E3 jusqu'à H11. Donc je reprends ici la cellule, on fait de B1 jusqu'à B3 pour faire la somme. Si je valide ici mon calcul, je vais rechanger 19 ici, ça change bien, je remets 21, pas de problème, mon système a été recalculé sans problème. Donc cette fonction a l'avantage d'aller prendre une plage de cellules. On verra même par la suite qu'on aurait pu avoir plusieurs plages disjointes ou pas de cellules pour faire un ensemble différent. Donc maintenant que j'ai fait cette somme, je peux faire du calcul en cascade. Alors, je peux faire du calcul en cascade tout simplement en lui demandant de faire la moyenne, combien de surface a une île. Ce genre d'opération n'a pas beaucoup d'intérêt ici, mais vous pourrez dire que si c'est des élèves, on peut faire la moyenne des notes des élèves. Alors, pour me servir, éviter de calcul, je vais me servir du résultat qui est déjà ici obtenu. Je peux donc demander est égal à ce résultat-là et divisé par 3, puisqu'il y a 3 opérateurs. Et je vois ici qu'il me dit que ça fait 39,333, etc. Bon, tout va bien par rapport à ça. Je peux lui demander, et si on prend 20, ok, ça change, et si on reprend 21, mes calculs sont faits bien en cascade. C'est-à-dire que dans le cadre d'un bilan, quant de résultat ou autre, je pourrais dire que je modifie quelques éléments du chiffre d'affaires, et je vois en fonction des contraintes des paramètres divers et variés, le résultat qu'il y a au final sur le bilan. Ce qui permet, lors d'une négociation par exemple, entre syndicat et patronat, chacun peut venir avec son tableau, en ayant les chiffres récupérés auprès de sociétés diverses et variées, et on peut s'amuser à dire, ben voilà, je demande une augmentation de salaire de 30%, et le patronat l'intègre pour voir l'incidence qu'il va y avoir sur le résultat, les bénéfices, et le patronat peut dans ce cas-là dire, ok, mais je demande en contrepartie une augmentation de productivité de temps. Et chacun peut voir directement ce que ça donne sur le résultat ou sur ce qu'ils vont toucher réellement. Donc on voit l'intérêt ici du tableur et de l'implication que l'on peut avoir en gestion, mais dans d'autres domaines bien évidemment aussi. Alors ici, ce principe, j'ai fait ce système-là de calcul. Certains auraient pu dire que j'aurais pu obtenir d'autres formules, c'est exact. Et je vais dire montrer que le gros problème que l'on a dans Excel, c'est en fin de compte l'être humain. C'est la limitation de l'être humain par rapport à ce qu'il sait faire. Ici, comme j'ai obtenu une formule de somme, je peux me dire je vais utiliser une autre formule qui soit une formule de moyenne. Si je reviens ici dans mes formules qu'on avait vues somme automatique tout à l'heure, en cliquant, je vois apparaître moyenne, etc. et autre fonction. Cette notion d'autre fonction, je peux aussi la voir ici dans insérer une fonction. Ça revient strictement au même en cliquant sur l'un ou en cliquant sur l'autre. Dans tous les cas ici, je vais pouvoir intégrer les fonctions. Alors les fonctions sont multiples et sont classées par famille. Alors, dans le cas des familles, je peux prendre par exemple les fonctions finance. Et je vois qu'il y a un certain nombre de finances
de fonctions finances qui vont apparaître. Alors, attention à vérifier auprès des financiers que les fonctions sont conformes aux méthodes de calcul utilisées dans l'entreprise ou par vos enseignants, si vous êtes étudiant ou en entreprise, que le calcul est bien le même que celui que vous deviez obtenir. Ici, je vais prendre un calcul qui est relativement simple, Amorline. Amorline me calcule ce qu'on appelle un amortissement linéaire et va intégrer 3 paramètres. Le coût, première valeur, la valeur résiduelle, deuxième valeur, et la durée. Donc j'ai donc ces 3 paramètres. Si je regarde ici le calcul, en gros c'est le coût moins la valeur résiduelle divisé par la durée qui me permet d'obtenir l'amortissement linéaire. Je pourrais demander ici afficher la fonction pour avoir l'exemple. Donc par rapport à Amorline, je vais montrer ici que l'on peut obtenir des choses équivalentes. Je vais donc ici annuler ça et prendre une nouvelle feuille de calcul. Je fais ici donc la fonction Amorline qui contient le coût d'acquisition, que j'ai appelé coût, qui contient donc la valeur résiduelle, que j'ai appelé réside, et la durée. Ici, je vais mettre une valeur, par exemple, de 10 000. Ici, une valeur résiduelle de 2000. 2500 pour 2500 sera peut-être mieux ici, et une durée donc de, pour que ça tombe juste, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave, vous mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans, allez 5 ans. Et je vais donc obtenir ici un calcul possible. Si je demande ici dans mes fonctions, autre fonction, à regarder la fonction Amorline, je peux dire dans Amorline, on va donc prendre le coût de départ ici, on va donc prendre la valeur résiduelle qui est ici, et on va prendre ici le nombre d'années, 5. Et j'obtiens un calcul, 10 000 moins 2700, ça nous fait donc 5700, et 5700 divisé par 5, ça nous fait donc un résultat de 1500 € d'amortissement par an. J'ai donc ici une formule, je pourrais écrire à côté une formule équivalente, à savoir c'est égal à ça moins ça. Bien évidemment, si je fais une division, les ordres de priorité sont les mêmes qu'en mathématiques. Donc je vais mettre ici une parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et je vais demander à diviser par B3. Je regarde, j'obtiens donc bien 1500. Ici, j'ai obtenu 1 €. Si je veux obtenir 1 € ici, je lui demande des sous-sous dans la poche en mettant ici le symbole monétaire, et j'obtiens le même résultat. La question, c'est quelle formule utiliser ? Plutôt la formule Amorline ou plutôt cette formule-là. Dans les deux cas, le résultat est exactement le même. Si je change ici pour montrer, je vais prendre 10 ans par exemple, je vois que le résultat obtenu est exactement le même. Par contre, si je réfléchis un petit peu, je m'aperçois que ici, en regardant cette formule-là, je vois ici B1 moins B2 divisé par B3. Là, coup de chance, les informations sont relativement proches les unes des autres. Mais je suis obligé de me poser la question, Amorline c'est égal à B1, B1 est là, c'est le coût, moins B2, la valeur résiduelle, ok, c'est donc ce que j'ai amorti, moins divisé par la durée, donc je vois ici l'amortissement sur une année. Alors qu'en regardant la formule qui est ici, je vois directement que c'est marqué Amorline, je n'ai même pas besoin de regarder les paramètres, je sais directement que c'est un amortissement linéaire. On verra par la suite qu'on peut aussi complexifier un petit peu la chose en mettant d'autres systèmes que B1, B2, B3 ici dans nos formules, mais nous verrons ça dans un autre épisode. Donc ici, je peux lui demander, toujours en venant dans mes fonctions, non pas de faire la somme, mais de faire ici une autre fonction que l'on va demander ici, dans tous, à demander donc une fonction de type moyenne. Alors, je pourrais taper ici pour chercher moyenne, je peux aussi voir ici que moyenne, j'ai un certain nombre de moyennes qui sont disponibles. Bien évidemment, attention, il y a certaines fonctions en mathématiques, par exemple, dont vous n'aurez peut-être jamais l'usage. Peut-être même que si vous regardez dans les fonctions math et trigo, vous aurez dans les fonctions math et trigo des arcs cosinus hyperboliques. Si vous n'avez pas vu ça en mathématiques, c'est même pas la peine d'esquinter
comprendre à quoi ça sert, ça ne vous servira jamais. Attention aussi à des fonctions, certaines fonctions que l'on pensait pouvoir trouver facilement à un endroit ne sont pas traitées à cet endroit-là. Je pense par exemple ici, math et trigo, on aurait pu penser trouver la moyenne, mais non, c'est pas une fonction mathématique, c'est une fonction plus de type statistique que l'on va pouvoir trouver ici. Donc ici, je peux demander moyenne, je valide, et il me dit ici la moyenne de quoi? La moyenne du chiffre qui est à gauche. Donc j'ai demandé la moyenne, il me fait ici la moyenne de B5. C'est-à-dire qu'en fin de compte, B5 c'est déjà la moyenne, ça ne gêne pas, il fait la moyenne. Alors, chose surprenante, tout à l'heure on n'a rien eu besoin de lui dire, quand on a fait la somme, il nous a fait la somme des cellules qui étaient en haut. Par défaut, le système va remonter pour retrouver des chiffres, quand je lui demande des fonctions qui vont intégrer donc d'autres cellules. Donc ici, je lui demande de faire une fonction moyenne, il remonte ici, il ne trouve rien, donc il essaye à gauche, il voit à gauche qu'il y a effectivement un chiffre, il le prend. Comme il continue ici, il voit qu'il s'arrête parce qu'il n'y a rien, donc il dit, on va faire la moyenne d'un nombre, et ça ne gêne pas. Quand on avait fait la somme ici, il était remonté ici, il a vu qu'au-dessus, il y avait encore un nombre, il était encore remonté, et comme il s'aperçoit ici qu'en remontant, il va dépasser le tableau, il s'arrête, ou s'il avait trouvé du texte, ou une cellule vide, il se sera arrêté aussi. Donc ici, la moyenne, moi j'ai demandé que ce ne soit pas la moyenne de ça, mais que ce soit plutôt la moyenne de ça. Et je vois ici écrit de nouveau un truc du style B1 de point B9. J'ai donc demandé à faire la somme de B1 jusqu'à B9. Alors ici, c'est pas la somme, mais la moyenne. J'aurais pu aussi rajouter une autre plage de cellules et rajouter une autre plage, et on voit qu'à chaque fois, il me rajoute une plage de cellules par rapport à ça, et que je peux supprimer, bien sûr, parce que ça n'a pas d'intérêt. Si je demande la moyenne, je lance mon calcul, et j'ai ici deux moyennes qui sont obtenues. Je vais diminuer un petit peu la surface des îles pour avoir une moyenne en nombre entier plus facile à interpréter. Jusque-là, tout va bien, mon calcul est bon. Néanmoins, il est toujours intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai bien intégré tous les cas, y compris les cas limites, dans mon système de calcul, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit cohérent. Ici, par exemple, on pourrait dire, non, tout d'un coup, Saint-Nicolas a été rayé, raz-de-marée, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, Saint-Nicolas a été rayé de la carte, il n'y a plus de Saint-Nicolas. S'il n'y a plus de Saint-Nicolas, il n'y a plus de surface, c'est plus 0, c'est plus rien. Donc je supprime. À partir de ce moment-là, en supprimant, j'aperçois que la somme a donc diminué, et qu'ici, j'obtiens donc deux surfaces, deux moyennes de surface différentes, et quand je vois qu'il y a deux résultats différents pour une même solution, normalement c'est qu'au moins un des deux, voire les deux, sont faux. Alors la question, lequel est le bon? Si vous réfléchissez un petit peu, vous allez voir que c'est évident de trouver le bon. Pourquoi? Parce qu'ici, nous divisons par 3, et là, nous divisons par 2. Le chiffre est évident, le calcul n'est pas compliqué à faire. C'est-à-dire qu'ici, comme il n'y a plus de chiffre ici, mon système ici de calcul, je demande toujours à diviser par 3, et là, je divise automatiquement par le nombre de cellules non vides. Si j'avais pu intégrer ici à diviser non pas par 3, mais par le nombre de cellules non vides, j'aurais obtenu le même genre de résultat. Bien évidemment, il faut bien connaître comment se fait la moyenne. Et souvent, en posant ça en public, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont un peu de mal à savoir quelle est la moyenne et qu'il faut réfléchir un petit peu avant de trouver quel est le bon résultat entre les deux. Si vous avez fait des mathématiques, c'est évident, mais ce n'est pas le cas de tout le monde forcément. Donc, par rapport à ça, pensez toujours que quand vous faites un traitement Excel, pensez qu'il est important de vérifier que vous êtes traité de tous les cas, parce que le maillon faible dans le système Excel, ça va être vous principalement. Et on reverra la chose à d'autres moments ultérieurement. Posez-vous la question toujours, ai-je bien tout intégré dans mon système de calcul? Sinon, on verra des choses tomber et qui ne seront pas bonnes. Donc voilà cette petite introduction d'Excel terminée. Nous allons maintenant passer à la suite, donc de façon à voir comment traiter une petite facturette.